Bonjour. La polymérisation radicalaire est une méthode de synthèse des polymères très étudiée et la plus utilisée dans l'industrie pour préparer les polymères usuels. Contrairement à la polymérisation par étapes, qui nécessite des monomères polyfonctionnels, la polymérisation en chaîne concerne les monomères porteurs des doubliésons et certains hétérocycles. Les polymérisations en chaîne se déroulent en 3 étapes: amorçage, propagation et terminaison. Ces étapes se déroulent simultanément, en même temps, et des polymères de masse moléculaire élevée sont rapidement formés. La première étape de la polymérisation en chaîne est l'activation d'une molécule de monomère grâce à un amorceur. On forme un centre actif noté AM étoile ou tout simplement M étoile. Pour de la propagation, le centre actif se propage à d'autres monomères. Un monomère activé réagit avec un monomère désactivé. Le macroradical est formé par addition successive des monomères activés sur des monomères désactivés. Pour symboliser un macroradical, on écrit simplement M étoile, quelle que soit la longueur du macroradical, car on suppose que la réactivité de tous les macroradicaux est identique. Au cours de l'étape de terminaison, il y a désactivation des centres actifs. Ceci se produit par rencontre d'un macroradical avec une espèce qui le désactive. Notons que dans le cas d'un alcène, la nature du centre actif dépend du substituant porté par la double liaison. Si le centre actif est un carbocation, on parle de polymérisation cationique. Le groupement R porté par la double liaison doit être donneur d'électrons pour stabiliser le carbocation formé. Si le centre actif est un carbanion, on parle de polymérisation anionique. Le groupement R doit être accepteur d'électrons pour stabiliser le carbanion formé. En revanche, si le centre actif est un radical, on parle de polymérisation radicalaire. Le groupement R doit être compatible avec la formation des radicaux. La polymérisation cationique et anionique feront l'objet du programme du semestre 3. Pour cette année, on va étudier la polymérisation radicalaire. Dans la polymérisation radicalaire, le centre actif est un radical qui apparaît grâce à un amorceur. On distingue plusieurs types d'amorceurs. Les amorceurs thermiques, par chauffage, se décomposent en radicaux et sont capables de transférer leurs électrons au monomère. Exemple d'un amorceur thermique, le peroxyde de benzoyle, qui se décompose sous l'action de la chaleur pour donner l'espèce activée suivante. Il y aura dégagement de CO2 pour former un carbone radical. Ce carbone radical va réagir ensuite sur la première unité monomère pour donner le radical stérile. L'azoïque le plus utilisé est l'azo-bisiso-butyronitrile qui se décompose sous l'action de la chaleur pour donner un radical iso-butyronitryle et un dégagement d'azote. Le radical iso-butyronitryle réagit au cours de l'amorçage sur la première unité monomère
pour donner un centre actif où le radical est porté par le monomère. Il existe également des amorceurs redox qu'on utilise généralement lorsqu'on effectue des polymérisations en milieu aqueux. Les amorceurs redox les plus utilisés sont OH- qui provient de l'eau oxygénée et RCH.OH qui provient d'un alcool primaire. Ces radicaux sont obtenus par action de l'eau oxygénée sur l'ion ferreux Fe2+, on obtient OH. Le deuxième radical est obtenu par action d'un alcool primaire sur l'ion sélénium. On voit bien dans ces réactions qu'une espèce est oxydée et l'autre est réduite. L'amorçage photochimique, les radicaux sont formés par irradiation du monomère lui-même, soit d'un amorceur en présence ou non d'un photosensibilisateur. Si je prends l'exemple du styrène qui absorbe à une longueur d'onde de 250 nanomètres, l'amorçage photochimique peut être produit par les radicaux OH- obtenus par irradiation UV de l'eau oxygénée. Enfin, il y a l'amorçage radiochimique où les radicaux sont produits par des rayons électromagnétiques et dans ce cas, on observe des amorçages directs sur le monomère. Les radicaux générés par un amorceur ont une durée de vie très faible et sont très réactifs. Ils peuvent se recombiner avant de réagir avec le monomère. Si je prends l'exemple du peroxyde de benzoyle, qui par décomposition thermique donne deux radicaux, qui peuvent se recombiner pour donner des espèces inactives. On appelle facteur d'efficacité d'un amorceur la fraction de radicaux formés et qui amorce réellement la polymérisation. En d'autres termes, c'est le pourcentage d'amorceurs qui amorce effectivement la réaction de polymérisation. On l'appelle également fugacité de l'amorceur. Pour un amorceur thermique, cette fugacité est comprise entre 0,3 et 0,8, c'est-à-dire que entre 30 et 80% de l'amorceur qui amorce réellement la réaction de polymérisation. Pour un rayonnement, son facteur d'efficacité est égal à 1. Étudier la cinétique de polymérisation revient à déterminer les vitesses de réaction de chaque étape. Au cours de l'amorçage, il y a formation des radicaux libres et fixation de ces radicaux sur la première unité monomère. Les radicaux libres sont obtenus par décomposition thermique de l'amorceur selon la réaction 1. Ces radicaux peuvent se recombiner pour donner des produits inactifs selon l'équation 2. Ils peuvent également se fixer sur la première unité monomère pour donner un nouveau centre actif où le radical est porté par le monomère selon la réaction 3. Cette réaction est la plus importante de l'étape d'amorçage. La vitesse d'amorçage sera déterminée par l'étape la plus lente. Ici, les réactions 2 et 3 ont des vitesses très élevées car les radicaux sont très réactifs. L'étape 1 est donc l'étape la plus lente et limite alors la vitesse d'amorçage. On écrit vitesse d'amorçage est égale à moins d2am sur d2t qui est égal à 2 qui multiplie l'efficacité de l'amorceur, qui multiplie sa constante de dissociation, qui multiplie sa concentration.
Ici, il faut distinguer entre vitesse d'amorçage et vitesse de décomposition de l'amorceur. Vitesse de décomposition de l'amorceur qui est donnée par la relation suivante. Vitesse de décomposition de l'amorceur est égale à moins d2A2 sur d2t, qui est égale à la constante de décomposition de l'amorceur qui multiplie sa concentration. Si on peut écrire également d2A2 sur A2 est égal à moins 4d d2t. Si on veut déterminer le temps de demi-vie de l'amorceur, c'est-à-dire le temps au bout duquel la moitié de l'amorceur est consommée, on intègre entre A2 et A2,0 sur 2 et entre 0 et T1,5. On aura T1,5 est égal à log de 2 sur 4D. Ce temps de demi-vie est une caractéristique des amorceurs et elle dépend de la température. Pour l'AIPN, le temps de demi-vie est de 17 jours à 40 degrés Celsius et de 1 heure à 80 degrés Celsius. Au cours de la deuxième étape, il y a propagation du centre actif et formation de la chaîne macromoléculaire. Chaque monomère activé réagit avec un monomère désactivé. Si je prends par exemple la première réaction, on voit bien que le centre actif AM point, où le radical est porté par le monomère, réagit avec un monomère désactivé pour donner un nouveau centre actif. La vitesse de propagation s'écrit moins d2m sur d2t. Pour une étape I, nous avons AMI point plus M donne AMI plus 1 point, où le radical est toujours porté par un monomère. La vitesse de propagation de cette étape I s'écrit KPI qui multiplie la concentration en monomère qui multiplie la concentration en radicaux. On suppose qu'on a une équiréactivité des centres actifs et donc les KPI ils seront indépendantes de l'étape I. La vitesse de propagation est la somme des vitesses de propagation de toutes les étapes, qui est égale à somme de KPI, qui multiplie la concentration de M, qui multiplie la concentration en centre actif. Puisque KPI est indépendante de I, on la note Kp, donc c'est une constante, et la vitesse de propagation devient égale à KPI qui multiplie la concentration en monomère qui est constante, qui multiplie la somme des centres actifs. La somme des centres actifs, c'est les centres actifs présents dans tous l'étape de propagation et on écrit vitesse de propagation est égale à Kp qui multiplie la concentration en monomère qui multiplie la concentration en radicaux. Au cours de l'étape de terminaison, il y a destruction des centres actifs pour obtenir le polymère. Si la terminaison a lieu par recombinaison, il y a couplage de deux macroradicaux pour former un polymère. Dans ce cas, il y a statistiquement un dédoublement de la masse, parce que un macroradical de longue chaîne peut se recombiner avec un macroradical de même taille ou de taille plus petite. La recombinaison peut avoir lieu également par dismutation, où un macroradical
cède un hydrogène au profit de l'autre macroradical pour former un alcane et un alcène. Dans ce cas, on obtient deux espèces inactives. La vitesse de terminaison est égale à 2 fois la constante de terminaison qui multiplie la concentration en radicaux à la puissance 2. La terminaison peut également avoir lieu par transfert du radical à une autre molécule qu'on appelle agent de transfert. En effet, toute molécule XY qui possède une liaison labile entre X et Y est un agent de transfert. Le radical sera transféré à cette molécule, le macroradical sera désactivé, on obtient une chaîne polymère et on forme un nouveau radical Y point capable de réamorcer une nouvelle chaîne polymère. La vitesse de transfert est égale à moins d de x y sur d de t est égale à la constante vitesse de transfert qui multiplie xy qui multiplie la concentration en radicaux. Ce processus de transfert signifie la terminaison de la chaîne. Son effet est la réduction de la masse moléculaire moyenne en nombre, mais sans changement de la vitesse globale de polymérisation. Y point, comme j'ai dit, il peut réamorcer une nouvelle chaîne et l'agent de transfert XY peut être l'amorceur, peut être le monomère, le solvant, le polymère ou l'oxygène. Et si on veut des oligomères, c'est-à-dire des polymères de faible masse moléculaire, on charge du milieu réactionnel en agent de transfert. La constante de transfert, qu'on note C, est le rapport entre la constante vitesse de transfert sur la constante de vitesse de propagation. Évaluer la vitesse d'amorçage, la vitesse de propagation, de terminaison et de transfert, il faut connaître la concentration en radicaux. L'hypothèse de l'état quasi stationnaire stipule qu'à tout instant, il y a autant de centres actifs formés que de centres actifs détruits. Ceci veut dire que la concentration en centre actif ne varie pas au cours de la réaction de polymérisation. Ceci se traduit par l'équation mathématique d de m point sur d de t est égal à 0. Les centres actifs sont formés au cours de l'amorçage et détruits au cours de l'étape de terminaison. Ceci revient à écrire que la vitesse d'amorçage est égale à la vitesse de terminaison, ou encore 2f 4d A2 est égal à 2 fois 4t m point au carré. On en déduit ainsi la concentration en radicaux qui est égale à la racine carrée de l'efficacité de l'amorceur qui multiplie sa constante de décomposition qui multiplie sa concentration sur la constante de terminaison. En remplaçant la concentration en radicaux dans l'expression de la vitesse de propagation, on obtient Vp est égal à Kp qui multiplie la concentration en monomère qui multiplie la racine carrée de F4D A2 sur Kt. Généralement, on assimile la vitesse de propagation à la vitesse de polymérisation. Le mélange obtenu après polymérisation est hétéromoléculaire, car les chaînes macromoléculaires formées n'ont pas toutes la même taille. Certaines chaînes sont plus longues que d'autres, et vice-versa. C'est pourquoi on parle d'un degré de polymérisation moyen en nombre, qui est défini comme étant
la concentration des monomères consommés sur la concentration des radicaux formés. Les monomères sont consommés au cours de la propagation et les radicaux sont formés au cours de l'amorçage et du transfert. C'est pourquoi on écrit dPn est égal au rapport de la vitesse de propagation sur la vitesse d'amorçage plus la vitesse du transfert. 1 sur dPn est égal à VA sur Vp plus VTR sur Vp. Le premier terme est la contribution de la réaction de terminaison à la longueur de la chaîne, qu'on appelle longueur cinétique de chaîne, qui est le terme de base en polymérisation. Ce terme signifie la longueur de la chaîne qu'on peut obtenir en fin de propagation. Il a pour expression suivante. Lambda est égal à Kp qui multiplie la concentration du monomère sur 2 racines carrées de l'efficacité de l'amorceur qui multiplie sa constante de dissociation, qui multiplie sa concentration, qui multiplie la constante de terminaison. Le deuxième terme est la contribution de la réaction de transfert qu'il faut minimiser en polymérisation. Donc, s'il n'y a pas de transfert, le deuxième terme est nul. Le transfert peut avoir lieu sur l'amorceur, sur le monomère, sur le solvant, ou sur l'oxygène, ou le polymère. Pour calculer le dPn, d'abord, on va supposer qu'il n'y a pas de transfert. La terminaison peut avoir lieu par recombinaison ou par dismutation. Si la terminaison se produit par recombinaison, nous avons dit qu'il y aura statistiquement dédoublement de la masse, car vous avez couplage de 2 macroradicaux. On écrit dPn est égal à 2 lambda. Par contre, si la terminaison a lieu par dismutation, la chaîne macromoléculaire va s'arrêter au niveau de la propagation parce qu'il y a un transfert d'un hydrogène à un autre macroradical. On écrit dPn est égal à lambda. En revanche, si la terminaison se produit par recombinaison et par dismutation, on appelle alpha la proportion de terminaison par recombinaison et le dPn sera égal dans ce cas 2 alpha lambda plus 1 moins alpha lambda qui est égal à lambda qui multiplie 1 plus alpha. Si la réaction se passe également en présence des réactions de transfert, le dPn est égal à la vitesse de propagation sur la somme des vitesses des phénomènes conduisant à l'apparition de nouvelles chaînes. C'est-à-dire que dPn est égal à la vitesse de propagation sur la vitesse d'amorçage, plus on va supposer ici qu'on a transfert en monomère, au solvant, un polymère, etc. Sur la vitesse d'amorçage, plus la vitesse de transfert au monomère, plus la vitesse de transfert au solvant, plus la vitesse de transfert à un agent de transfert quelconque, plus la vitesse de transfert au polymère. 1 sur dPn est égal à 1 l'inverse, c'est-à-dire VA plus VTR au monomère, plus VTR au solvant, plus VTR à l'agent de transfert sur la vitesse de propagation. On remplace la vitesse de transfert au solvant, par exemple, qui est égale à la constante de transfert au solvant qui multiplie sa concentration, qui multiplie la concentration en radicaux, et la vitesse de transfert au monomère par sa valeur. On obtient 1 sur dPn est égal à 2kTm point au carré sur kpm qui multiplie 1 point, plus ktrm 1 point sur kpm 1 point, etc. Ceci
On va supposer ici que la désactivation des chaînes macromoléculaires a lieu par terminaison et par transfert. Et on va supposer que le transfert a lieu uniquement sur le monomère, sur le solvant et l'amorceur. L'expression précédente devient 1 sur dPn est égal à 1 sur dP0 plus Cm plus constante de transfert au solvant qui multiplie sa concentration sur la concentration du monomère plus la constante de transfert à l'amorceur qui multiplie sa concentration sur la concentration du monomère. Avec Cm, Cs et Ca sont les constantes de transfert en monomère au solvant et à l'amorceur respectivement. C'est le rapport de la constante de vitesse de transfert en monomère au solvant et à l'amorceur sur la constante vitesse de propagation. On remarque ici que plus le transfert est important, plus le dPn diminue. Pour contrôler la consommation de l'amorceur ou du monomère au cours de la réaction, il faut évaluer la concentration en fonction du temps. Pour l'amorceur, nous avons une disparition de l'amorceur au cours de l'amorçage et au cours du transfert. On considère ici que le transfert à l'amorceur est négligeable. On aura donc uniquement moins D2A2 sur D2T est égal à 4D-A2. Après calcul, on obtient une expression A2, la concentration de l'amorceur est égale à la concentration de l'amorceur initial qui multiplie l'exponentielle de moins constante de dissociation qui multiplie le temps sur 2. Cette expression exprime l'évolution de la concentration de l'amorceur en fonction du temps. C'est une équation cinétique du premier ordre. Pour les détails du calcul, veuillez bien consulter la page 46 du Polycope. De la même façon, pour contrôler l'évolution de la concentration du monomère en fonction du temps, on écrit que la disparition du monomère a lieu au cours de la propagation et au cours du transfert. On suppose également ici que le transfert au monomère est négligeable. Donc, moins D2M sur DDT est égal à Kp, constante de propagation, qui multiplie la concentration en monomère, qui multiplie la concentration en radicaux. Après calcul, dès qu'il est détaillé dans la page 47 du Polycope, on trouve la variation de la concentration du monomère en fonction du temps et on aura l'une ou l'autre des expressions suivantes. Pour déterminer la durée de vie moyenne d'un radical, elle est définie comme étant le temps au bout duquel un centre actif devra attendre avant de réagir avec un monomère. La durée de vie est égale à la concentration en centre actif sur la vitesse de disparition de centre actif, qui est égale à la concentration en radicaux sur la vitesse de terminaison ou bien sur la vitesse d'amorçage. L'émission est un phénomène au cours duquel il y a arrêt définitif de la chaîne cinétique.
par désactivation des macro-radicaux grâce à des inhibiteurs qui piègent les radicaux. En polymérisation radicalaire, l'inhibiteur le plus connu est le dioxygène de l'air qui stoppe l'évolution de la réaction par transfert d'un radical à l'oxygène. C'est pourquoi, en polymérisation radicalaire, on travaille toujours en absence du dioxygène et on travaille sous atmosphère généralement d'azote. Toutefois, les inhibiteurs permettent de stabiliser les monomères. C'est pourquoi on les introduit dans les flacons des monomères. Selon la réaction suivante, ici, on utilise un inhibiteur très connu qui est la quinone. On utilise également l'hydroquinone. Je me contente de ce paragraphe et je vous remercie.